Désormais seuls sur les chemins, profitons de tous les conseils bienveillants offerts par Vincent. Lisons ce paysage, cet immense marais breton. Toujours vers le nord, les kilomètres défilent et nous rapprochent forcément de notre prochaine rencontre. Mais quelle sera-t-elle ? Bonjour. Bonjour. On va vous déranger un petit peu, ça vous dérange pas ? Pas du tout. Je m'appelle Marion. Stéphane qui m'accompagne. Enchanté. Vincent du CLAC, collectif des Amis des Cigognes de Châteauneuf et du Marais breton. Ça m'intéresse. Vincent, on peut se tutoyer peut-être ? Oui, on peut se tutoyer sans problème, c'est plus simple. Donc, un ami des cigognes, un amoureux des cigognes ? Un ami des cigognes et amoureux des cigognes. Passionné des cigognes ? Passionné des cigognes. Est-ce que tu acceptes de passer quelques minutes avec nous ? Oui, sans problème. Pour nous expliquer tes missions, ta passion. C'est ça. Et nous présenter ce que tu es en train de faire, peut-être ? Là, je suis en train de faire un repérage des nids de cigognes qui sont sur le secteur de Châteauneuf en préparation des opérations de bagages qu'on va faire dans quelques temps. Parce qu'il y a des cigognes sur Châteauneuf. On a des cigognes sur Châteauneuf depuis une trentaine d'années. Donc, le premier nid a été installé en 92. Et on a à peu près maintenant une trentaine de nids sur la commune de Châteauneuf et une cinquantaine sur l'ensemble du Marais breton, partie vendéenne. 50 sur le Marais breton, 30 juste pour le petit village de Châteauneuf. Sur à peu près un carré d'un kilomètre sur un kilomètre, on a une trentaine de nids, on a une concentration assez forte. Qu'est-ce qui explique cela ? Alors, ce qui explique ça, c'est la proximité du marais. Donc, le marais, c'est le garde-manger de la cigogne. Et puis, on a ici tout un maillage de haies et d'arbres qui ont été bien conservés. Donc, qui créent un abri et qui créent des supports potentiels pour les cigognes. Est-ce qu'il y a un type d'arbre que la cigogne aime ? Alors, ce qu'elles aiment, c'est des arbres avec des branches mortes pour pouvoir construire le nid. Et surtout, qu'ils soient dégagés pour qu'elles puissent décoller, quel que soit le sens du vent. Alors, au départ, on a installé des plateformes. En 92, le premier nid qui a été installé, c'était une plateforme sur un arbre. Et puis, petit à petit, des propriétaires de terrain ont demandé à ce qu'une plateforme soit installée. Donc, on met un mât en bois, un ancien poteau téléphone, par exemple, une roue métallique assez large pour que le nid soit assez grand. Et on met quelques sarments et elles viennent sur les nids. Alors toi, Vincent, tu nous as dit que tu faisais partie de l'association, mais est-ce qu'au-delà de ça, c'est ton métier aujourd'hui ? Alors c'est pas mon métier, c'est du bénévolat qui prend pas mal de temps. Alors c'est assez saisonnier parce que la cigogne est migratrice, donc elle n'est pas là tout le temps, toute l'année, donc ça me laisse un peu de temps libre hors saison. Le gros de l'activité, enfin de mon activité puis de l'activité des gens qui sont adhérents au CLAC, ça va être l'observation des adultes qui vont revenir à partir du mois de février, donc qui reviennent de migration, qui commencent à s'installer sur les nids. Et puis ensuite, on a toutes les opérations de suivi jusqu'au mois de mi-mai à peu près. Oui. Et puis à partir de mi-mai jusqu'à fin juin, on a les opérations de bagage qui nous prennent un peu plus de temps parce que du coup, on essaye de baguer un maximum de nids. On arrive grosso modo à baguer 75% des cigogneaux qui naissent dans le secteur. Donc comme ça, on a un suivi qui est assez intéressant derrière. On arrive à avoir pas mal d'informations, des cigognes qui sont nées chez nous, qu'on retrouve ailleurs. On a par exemple la doyenne, alors pas encore vérifiée cette année, mais ça devrait. On a la doyenne française qui niche, identifiée, alors cigogne identifiée forcément, qui niche sur Châteauneuf et qui, elle, est née en 92, dans le Marais Poitevin. Et qui a 30 ans, donc c'est un âge, c'est une arrière-grand-mère, si on la compare à l'humain. Et du coup, sachant que l'espérance de vie d'une cigogne, c'est à peu près 4 ans. Donc là, 30 ans, c'est un âge exceptionnel. C'est ça. Donc elle doit revenir depuis, on estime, sachant qu'une cigogne revient au bout de 3 ans, ça doit faire 27 ans qu'elle revient sur Châteauneuf pour nicher, pour élever ses poussins. Donc cette année, elle a encore 4 poussins qu'on a bagués il y a une semaine. C'est très émouvant pour vous de voir tout ça. C'est super sympa parce il y a toujours la retrouvaille un peu au printemps, quand on jette l'œil dans la longue vue et puis qu'on retrouve cette cigogne, c'est toujours un peu... Voilà quoi, Voilà, donc le jour où elle ne reviendra pas, je pense qu'il n'y aura pas une petite larme, mais il y aura quand même un peu d'émotion. Donc si j'ai bien compris, Vincent, on arrive pile poil au bon moment de la période du bagage en fait ? On est pile au bon moment, ouais. Donc les poussins ont à peu près entre 4 et 5 semaines. Ouais. Donc on va les baguer à partir de 4 semaines jusqu'à 8 semaines maximum. Donc on a à peu près un mois pour les baguer, sachant qu'après l'oiseau commence à voler à partir de 10 semaines. Donc là, à 2 mois et demi, on ne peut plus les attraper et les oiseaux peuvent s'envoler quand on veut les baguer. Tout hasard, tu n'aurais pas une opération de bagage programmée? Je crois qu'il y en a une qui est programmée pas très loin. C'est vrai? Tu acceptes qu'on t'accompagne? Ah, c'est génial. Sans problème. Merci. On te suit alors. On y va. Vincent, tu dis que les cigognes reviennent ici tous les ans. Elles recommencent à ce moment-là leur nid
Ou les nids Alors sont elle complète le nid. La cigogne, contrairement à ce qu'on pense, dans l'imaginaire des gens, on dit toujours la cigogne est fidèle au couple, le couple est lié pour la vie entière. En fait, elle est plus attachée à son nid. Donc très souvent, le mâle va arriver en premier, va commencer à préparer le nid. Donc ça, on est vers le 15 février. Oui. La femelle arrive par la suite. D'accord. Par contre, si la femelle habituelle tarde un peu, le mâle va pas attendre et va s'installer avec une autre compagne. Pas chouette, ça. C'est pas chouette. Mais on peut avoir aussi l'inverse, bien sûr. C'est-à-dire la femelle qui arrive en premier et qui va choisir un autre mâle. Et puis on a aussi du coup des bagarres quand l'ancienne femelle ou l'ancien mâle arrive et veut récupérer sa place. Okay. Donc au printemps, ça claquette pas mal et ça se bagarre pas mal pour retrouver la place. Parce que le cri de la cigogne, ça s'appelle? Alors c'est le claquettement. La cigogne, elle claquette. Donc c'est pas un oiseau qui chante comme un rouge-gorge ou comme un merle. Donc elle claquette et le claque, donc le nom de notre association, c'était en référence au claquettement. Oui, ça y est. Donc voilà. Ça y est, c'était le petit clin d'œil. Il faut l'avoir. Oui, bien sûr. Quand l'association a été créée en 92, au tout départ, elle a été créée par des passionnés de cigogne, par des gens du pays? Alors 92, l'association a été créée plus tard, mais 92, c'est l'arrivée du premier couple de cigognes qui est arrivé sur Châteauneuf. Donc c'est Jean Rotureau, qui est agriculteur, ancien agriculteur sur la commune, qui a repéré le couple de cigognes qui se baladaient dans le marais pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui a appelé un copain à lui qui était ornithologue sur le lac de Grandlieu, Franck Ibanez, et ils ont installé une plateforme tout de suite en fait. Donc dès le mois de, je crois que c'est au mois de mars, début mars, ils ont installé la plateforme sur un arbre mort et les cigognes se sont installées tout de suite. Quel bon sens. Et là, il y a eu 2 poussins, dès la première année, il y a eu 2 poussins. Ouais. Sachant que la cigogne, dans les années 70, on avait à peu près entre 4 et 10 couples en France. Donc c'était assez... l'espèce était plutôt en déclin. Et puis les années 90 correspondent au développement de la cigogne sur toutes les zones humides de la façade atlantique. Et aujourd'hui, celles qu'on va retrouver dans le marais poitevin sont les mêmes que celles qu'on retrouve sur le marais breton? Alors c'est exactement les mêmes. C'est toutes celles qu'on va retrouver sur la façade atlantique. Donc en fait, si on prend du plus sud, on a les barbes de l'Adour. Donc on a des cigognes qui nichent là-bas. Donc dès qu'il y a des zones de marais, pratiquement maintenant, sur la façade atlantique, on a des cigognes. Et elles suivent le même couloir de migration. Donc elles vont remonter jusque dans la Manche. Ouais. On a des oiseaux qui nichent dans la Manche, qui nichent dans le parc du Mercantaire, dans la baie de Somme. Ok. Et enfin, pas dans la baie de Somme, mais dans les marais de la baie de Somme. Et du coup, c'est les mêmes populations qui s'échangent et qui vont repeupler toutes ces zones humides. Après, ici, on a la chance d'avoir cette association, le CLAC. Est-ce que les autres secteurs hors Vendée ont également des associations? Est-ce que vous réussissez on travaille tous ensemble. Donc au départ, c'était un programme qui est porté par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc moi, j'ai l'autorisation de baguer les cigognes qui m'est délivrée par le muséum. Et après, il y a des petites associations qui se déclinent un peu sur chaque site. Donc on a l'Acrola, une association en Loire-Atlantique. Donc j'ai des collègues qui font la même chose que moi. Charente-Maritime, on a une association aussi. Et donc on se regroupe et puis on a un programme commun pour assurer le bagage. C'est une expérience extrêmement riche pour toi, ça. C'est très sympa en matière d'échange. Et puis la petite nouveauté, là, donc on a développé un partenariat tout récemment avec le Maroc. Donc on s'est rendu compte, grâce aux observations c'est un retraité, un vétérinaire qui est en retraite à Kenitra au Maroc. Et cet hiver, il a dû observer à peu près une dizaine d'oiseaux qui sont originaires d'ici, qu'il a observé lui là-bas. Et du coup, il y a un partenariat qui se met en place pour essayer de trouver des finances pour eux qu'ils en baguent un peu là-bas, parce qu'il y a une niche aussi là-bas. Et puis pour développer l'observation de cigognes au Maroc. Mais tu vas être obligé de partir au Maroc maintenant. Ça peut être sympa. Ça va être super sympa. Ça peut être sympa, ouais. Une petite vadrouille au Maroc? Et pourquoi pas? Allez, trêve de plaisanterie. Stéphane, savais-tu qu'une cigogne claquetait? Quelle richesse patrimoniale pour ces villages du Marais. Quelle chance aussi que de pouvoir compter sur tous ces passionnés, regroupés au sein d'une même association, le CLAC. On poursuit. Traverser un champ pour vite gagner un nid. Un nid protégeant bien les petits cigognos. Ce camion de pompiers m'intrigue. Mais à quoi sert-il? Bonjour Jean. Rappelez-vous, Jean est celui qui a repéré la première cigogne blanche ici à Bois-de-Senez il y a déjà plus de 20 ans. Formidable. Pratique ce système. Voyez comment ces passionnés procèdent. On déploie la grande échelle, on monte à 35 mètres. Arrivé au nid, on observe, on regarde la maman cigogne au loin, cette maman qui surveille ses petits.
Puis on place alors délicatement les cigogneaux dans un sac de jute. On redescend vite pour procéder aux examens puis au bagage. Assez de mots. Place au geste. Vincent, merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience. C'était très sympa. Une expérience qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie, je crois. Plusieurs fois, hein, ça dépend. Il y a peut-être une vocation qui est née. Hein. Peut-être. Toi, comment elle est née cette passion? C'est la question que je me pose depuis le départ. Elle est née en fréquentant un peu Jean et Paul de la Borderie, là, donc, qui m'avaient invité un premier bagage. Après, j'ai assez vite sympathisé avec le bagueur Franck Ibanez, qui m'a un peu transmis son savoir, et puis ça s'est fait naturellement. Donc après, j'ai eu l'agrément du muséum, et puis depuis, c'est tous les ans. Voilà. Et puis je vois qu'il y a des enfants, peut-être que tu aurais envie de transmettre justement. Il y a des enfants, donc on va essayer de transmettre. Après, souvent, ils en voient tellement qu'ils viennent même plus au bagage. Donc, mais il y en a quand même qui accrochent et qui restent fidèles aux opérations. Génial. Vincent, est-ce que tu acceptes qu'on se mette tous ensemble, parce qu'il y a tous les gens du CLAC, enfin une bonne partie du bureau du CLAC, avec nous devant le camion et qu'on fasse une photo? Ouais, ok. Ça marche? Tiens. Vous venez nous rejoindre devant le camion tous? Voilà. Le futur bagarre. Ouais, on va serrer. Tiens, tu vas te mettre devant moi. Tac, nickel. Ah oui, puis c'est le Polaroid. Comme ça, vous allez pouvoir le mettre dans le camion. Ah oui. Paul. Quelle belle photo de famille. Voici une association qui touche en plein cœur. À tous, petits et grands, merci. Merci pour votre travail, votre énergie. Merci pour votre générosité. Continuez, vos missions sont si nobles. Suivons la cigogne. Go Stéphane. Bonjour. Stéphane, un café? Parfait, merci madame. Oui. Oh, c'est gentil. Merci. On l'a bien mérité celui-ci, je crois. Bonjour, je peux me permettre Bien sûr. de savoir en gros qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tournage? Alors en fait, avec Stéphane, moi je m'appelle Marion. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, on est en immersion sur les chemins de Vendée, on part à l'aventure. On a commencé au Tablier, au sud de la Roche-sur-Yon, on a fait Château-Guibert, Chantonnay, on est remonté sur Saint-Hilaire-le-Vouy, Dompierre, tac tac. On a rejoint la vie et maintenant notre objectif c'est de traverser le Marais breton. Alors pour tout vous dire, le chemin c'est une excuse, notre objectif c'est vraiment de partir à la rencontre des gens. Voilà. Et on avance au fur et à mesure des rencontres. D'accord. Et des rencontres aussi diverses que variées. Ça peut être un paysan, un artisan d'art, une mémoire du pays. Voilà, je pense que chaque personne a une belle histoire à raconter. Et c'est vraiment ce qui nous anime là, ces derniers jours. Et je suis sûre que même vous avez quelque chose... Peut-être, parce que moi je suis en train, en fait, pour tout vous dire, je suis en train de commencer les premières pages de mon second roman. Puisque le premier vient de sortir, il y a quelques jours en fait. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Quel est votre nom, monsieur? Michel Gay. Michel, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, ça sera beaucoup plus simple. C'est vrai, ça vous dérange pas? Bien sûr. Alors Michel, raconte-nous tout. Je peux peut-être me rapprocher Oui, d'ailleurs. avec plaisir, bien sûr. Parce que c'est très intéressant. Tu viens de sortir ton premier roman. Oui. Alors tu es romancier de formation. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On va dire que je n'ai pas 9 vies comme les chats, mais j'en ai déjà un peu plusieurs, puisque j'ai commencé journaliste professionnel il y a très très longtemps. Ça se voit. Donc voilà. Et puis après, j'ai été effectivement secrétaire général de mairie. J'ai été aussi directeur de la communication, directeur de cabinet d'élus. J'ai au passage cofondé une start-up dans le numérique. Plein d'expériences.
Plein d'expérience. Un petit voyage à New York aussi pour essayer d'ouvrir les yeux. Ouais. Et puis, revenu en France, je suis redevenu directeur de cabinet dans une ville de Loire-Atlantique. Et puis, depuis peu, je travaille toujours. Je travaille comme, effectivement, directeur d'un service à la ville des Sables-d'Olonne. Mais j'habite Talmont en Vendée, Talmont-Saint-Hilaire. Et j'aime bien aussi me balader pour chercher l'inspiration parce que, encore une fois, j'ai écrit ce premier tome, parce qu'il s'agit d'un premier tome, d'une trilogie. Enfin, j'espère que ça sera une trilogie. Non, je suis sûr que ça sera une trilogie. Qui s'appelle Deux mondes de vie. Voilà. Donc j'ai fini le premier tome, il vient de sortir, au mois de mai. Et puis il faut quand même commencer le deuxième, parce que bon, les premiers lecteurs en tout cas me le réclament, donc je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Tu me racontes un petit peu l'histoire? Alors oui et non. Tu me donnes envie de lire le livre alors? Je vais essayer. C'est deux mondes de vie, déjà c'est un petit peu l'ambiance posée. C'est la rencontre entre le monde mythologique d'une civilisation qui a peut-être existé, ou peut-être pas, et le monde d'aujourd'hui, qui lui est bien réel. Et donc connexion entre deux esprits, deux personnages. Deux personnages. Un qui n'existe plus ou qui n'existe pas, qui est une princesse disparue, d'un monde disparu, et un journaliste du monde d'aujourd'hui qui vit pas forcément très bien dans sa peau, qui est un petit peu... qui n'est pas épanoui dans sa vie. Qui n'est pas épanoui totalement dans sa vie, qui aurait pu faire plein de choses et qui ne les a pas faites. Et puis cette rencontre va déboucher sur une quête, un défi beaucoup plus important pour sauver, on va dire, la planète, avec effectivement une lutte acharnée et féroce contre une espèce d'hydre, on va dire, non pas aux 7 têtes, mais en tout cas avec plein de ramifications, qui est une organisation tentaculaire qui dirige en fait les dirigeants du monde. Merci Michel. Il ne faut pas en dire davantage. Je m'arrête. Voilà, parce que le suspense est bien là. Comment tu trouves tes sources d'inspiration? Comment, à un moment donné, tu t'es dit, voilà l'histoire que je veux traiter? Parce que ça m'a l'air d'être une histoire originale, quand même. Alors, j'espère qu'elle est originale. C'est pas une histoire d'amour traditionnelle. Non, même s'il y a sûrement de l'amour dans mon livre. Il en faut. Il en faut. Mais je pense que justement, il y a plein de choses dans le livre que j'ai voulu, mais qui venaient naturellement et qui, pour moi, constituent les pièces du puzzle de la vie, en fait. Et donc, en réalité, l'histoire, j'aime bien la mythologie, j'aime bien l'histoire, j'aime bien aussi la géopolitique d'aujourd'hui, avec tous les enjeux, etc. Donc, j'allais dire, c'est un petit peu un mélange de tout ça, avec de l'aventure quand même, parce qu'il fallait donner un petit peu de force et de punch à l'histoire. Et l'histoire est venue naturellement, en réalité. Alors, elle a été modifiée notamment par mes personnages. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais donc construit chacun de mes personnages de façon précise, aussi bien du physique ou psychologique. J'ai même été jusqu'à aller chercher la photo sur Internet de mon personnage. Chaque personnage, je sais comment il est et à quoi il ressemble. Et puis en réalité, après, au fil de l'histoire, je me dirigeais vers un sentier, vers un guide de l'histoire tel que je l'avais. Et puis un de mes personnages m'a dit non. Non, moi je ne veux pas aller là, c'est là que je vais aller. Et donc j'ai suivi mes personnages. Michel, avec Stéphane, on s'est arrêté ici pour un café, mais on partait découvrir le Jardin du Vent. Oui. Est-ce que ça te dit de venir avec nous? Avec plaisir, au contraire, je vais m'arrêter. On y va alors? Oui, allons-y. Allez. Michel, tu nous as confié tout à l'heure que peut-être le point de départ à ta démarche avait été en fait l'achat, le cadeau par l'un de tes proches de 2 ouvrages sur comment rédiger un livre. Est-ce que pour toi, ce soutien des proches a été essentiel en fait? Pour moi, c'est essentiel, d'autant plus que j'entends souvent parler de la solitude de l'écrivain qui écrit, qui est tout seul avec lui-même, etc. J'allais dire, moi j'ai eu la chance de ne jamais être seul, ou du moins de ne jamais me sentir seul. Bien évidemment, j'écris seul, Bien sûr. mais
en dehors de ces moments d'écriture pure, je suis toujours accompagné par mes proches qui me soutiennent, qui ne m'épargnent pas de temps en temps, et c'est très bien, c'est comme ça qu'on avance. Et donc pour moi, c'est une véritable bénédiction d'avoir mes proches, mais aussi bien ma famille, bien sûr, en premier lieu, mais aussi des amis, des gens à qui je me confie. Et c'est comme ça qu'on avance, et ça m'aère les neurones, on va dire. Des gens de confiance, en fait. Des gens de confiance, oui. Des gens de confiance. Et j'imagine que ça a été comme ça tout du long de ta vie. Bon, là, effectivement, c'est un très grand projet, mais pour chaque idée que tu as lancée, tu as eu besoin de soutien. J'ai besoin, effectivement, non pas de me sentir seul, mais de m'enrichir des autres. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Donc la rencontre. La rencontre. Et la clé de tout, alors. Voilà. Notre rencontre aujourd'hui, elle n'est pas un hasard, en fait. Rien n'est un hasard pour moi. Donc, alors, c'est quoi pour toi, la rencontre? La rencontre, c'est, je dirais pas l'une des finalités, mais en tout cas une étape essentielle d'une vie. Si on rencontre personne et qu'on chemine tout seul dans son fort intérieur sans s'occuper des autres, on passe à côté de tout. Pour moi, c'est en rencontrant les gens, les écoutant déjà, en commençant par les écouter avant de parler, qu'on s'enrichit et ensuite on peut effectivement partager. Encore une fois, le mot partage, c'est moi. J'aime très, beaucoup. très important. Rencontre, écoute, partage. C'est ça. Voilà, l'association de ces trois mots fait quelque chose d'extraordinaire, en tout cas. Et j'imagine que dans ton livre, il sera question de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres. Déjà, il y a beaucoup de personnages dans mon livre, donc beaucoup de rencontres forcément. Et un petit peu ce que je dis aussi, oui, beaucoup d'aventures, mais aussi beaucoup de partage, beaucoup de confrontation à la réalité du monde, qu'il soit passé ou futur, ou présent. Et ça permet simplement de dire de temps en temps au fil de l'histoire, qui est une aventure que je veux aussi légère, ça permet aussi de dire aux gens, voilà, il y a une question là. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'apporte pas de réponse. Oui. Ce n'est pas à moi d'apporter la réponse, c'est à chacun de trouver ses réponses. Mais par contre, c'est bien d'essayer d'accompagner par les questions. Michel, j'imagine qu'avant d'éditer votre livre, forcément, tu as rédigé un manuscrit qui a dû être distribué ensuite avec plusieurs lecteurs pour qu'ils puissent te donner leur avis. Est-ce que tu as touché le jeune public, une jeune lectrice à ce moment-là? Oui, alors effectivement, au départ, je voulais un panel assez large, aussi bien en termes d'âge, mais aussi en termes de catégories socio-professionnelles, etc. Ouais. Enfin bref, d'horizons très divers. Et effectivement, mon panel, si on peut dire ça, de bêta-lecteurs et de bêta-lectrices va de 15 ans à 76 ans. 70 ans, c'est génial. Voilà. Et donc, ça a été un vrai bonheur. Et notamment, la plus grosse surprise vient peut-être du doyen. 76 ans, je ne pensais pas forcément que l'histoire allait lui convenir, parce qu'elle est un petit peu quand même particulière. Et ça a été peut-être l'un de ceux déjà qui a eu le plus rapidement, et qui a eu le plus d'enthousiasme, et qui en a toujours. Michel, dernière question que peut-être personnelle, tu me réponds si tu as envie de me répondre. Est-ce que ce livre aujourd'hui est dédié à quelqu'un? Il n'est pas dédié forcément à une personne, il est dédié, j'allais dire, à tous les êtres que j'apprécie et que j'aime. Donc ça fait un peu de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait un peu de monde. Et je pense qu'effectivement, bien sûr, je pense, notamment même en écriture, parce qu'on donne toujours un peu de soi. Il y a toujours un peu de soi-même. Beaucoup même. Un peu en tout cas. Et donc forcément, il y a des passages qui sont vraiment dédiés. Et certaines personnes vont y voir des références précises au vécu. Mais le propos va plus loin. Le propos, c'est vraiment de pouvoir échanger, m'enrichir aussi de leur retour. C'est pour ça que j'attends beaucoup du retour des lecteurs actuels pour m'aider aussi à continuer et aller plus loin. Forcément. Michel, quoi te souhaiter sinon que longue vie à cet ouvrage? Belle écriture. Merci beaucoup. Pour celui qui suivra. Puis le troisième, on espère bien te revoir au moment de la sortie du troisième, que nos chemins en tout cas vont se recroiser. Avant de partir, avant qu'on ne reparte, qu'on reprenne le chemin avec Stéphane, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une petite photo ensemble? Avec grand plaisir. Merci. Merci. Et voilà Michel. Wow. Un nouveau marqueur.
marque-page, Le nouveau si marque-page. tu le souhaites. En tout cas, un petit souvenir de notre rencontre ici à Notre-Dame-de-Mont. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci Plein de à bonnes vous. choses, plein d'ondes positives pour Oui. toi et pour tes futurs personnages en tout cas. Oui, À vous bientôt. en avez transmis aussi. À Merci. bientôt. Comment voulez-vous oublier Michel? Impossible. Tout. Il a absolument tout dit. Par ces mots justes, Michel nous rappelle pourquoi nous sommes partis, pourquoi nous avons décidé de prendre ce chemin. Stéphane, tu entends? S'enrichir des autres, écouter et partager, oui, assurément. La rencontre est bien une étape essentielle dans une vie. Michel, tout simplement un mot. Bravo.